Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Nous aborderons tous les aspects des métiers de la gestion de projet et je vous donnerai tous les billes avec mes invités pour performer dans votre carrière et la faire évoluer. Petite nouveauté cette saison, tous les épisodes seront filmés et certains même en studio. J'ai prévu pour vous des invités exceptionnels qui partageront leurs expériences et leurs insights. Si vous êtes certifié du Project Management Institute, vous pouvez cumuler des points, des PDU pour votre certification. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Isidore Fugain, un expert en gestion de projet qui cumule plus de 12 années d'expérience dans la direction et à la réalisation de projets d'envergure. Il est notamment dans les domaines des infrastructures et des développements. Il se distingue par sa maîtrise de la conception de projet, de la gestion des risques et de la planification stratégique. C'est un point qu'on a en commun, d'ailleurs on pourra en discuter. Il a démontré sa capacité à contribuer activement au développement économique et à l'amélioration des infrastructures. Vous l'aurez compris, il est beaucoup dans la construction, mais pas que. Il est remarquable parce que je l'ai découvert sur LinkedIn. Il partage aussi son savoir. Et puis Favicon l'a d'ailleurs classé premier en créateur de contenu en gestion de projet en Afrique et 37e dans le monde. Il est formateur certifié par le Project Management Institute. Il transmet son expertise et son expérience à travers son cabinet Expertise et propose un accompagnement unique pour la certification PMP. Et donc ici, dans cet épisode, nous allons parler de cette certification qui est vraiment indispensable ou essentielle à nos chefs de projet. Au-delà de ses activités professionnelles, c'est un bénévole engagé. Il contribue activement au PMI et il a apporté son soutien à la Banque alimentaire de développement pendant la crise du Covid-19. Il s'investit aussi dans l'éducation avec Intelligentsia et j'ai aussi entendu parler de sa fondation, l'association Eben Sam Academy of Football et Isidore en est le cofondateur. Il encadre des jeunes talents au football et favorise leur épanouissement sportif et économique. Donc pour moi, ça a été une évidence. Je suis Isidore depuis un certain temps sur les réseaux sociaux pour en faire un invité de marque dans Projetez-vous. Je suis impatiente de profiter et d'échanger avec lui et pour vous faire part de son expérience. Isidore, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Merci infiniment, Mivette. Merci pour l'intérêt, pour l'invitation. J'espère que je vais pouvoir dire ce que tu attends ou bien ce que ta communauté attend. Ne t'inquiète pas, je n'attends pas grand-chose de cette interview. Je sais très bien qu'elle sera formidable et puis, quelle que soit la direction où elle partira, j'en suis sûre que ça apportera beaucoup de matière, beaucoup de technicité, beaucoup d'idées à nos auditeurs. Donc, j'ai un peu vu ton parcours, ton CV, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus des choix que tu as fait pour justement réaliser tout ce parcours, Isidore? Avec plaisir, Mivette. Déjà, je tiens à saluer toute ta communauté, tous tes auditeurs. Donc, Isidore Fugain, c'est mon nom. À la base, je suis un ingénieur de génie mécanique de conception. J'ai eu la chance d'avoir un MBA dans mon parcours. Je suis certifié PMP. Je suis également ce que le PMI appelle les ETP instructeurs, dont je suis un formateur certifié par le PMI. Voilà, c'est plus de 12 années d'expérience que je compte dans la profession de gestion de projet. Je l'ai vécu en bonne partie dans l'environnement portuaire, sur les infrastructures portuaires dans ces zones-là, dans le cadre des partenariats publics-privés aussi. Je suis passionné par la transformation d'idées en réalité concrète. Je pense que c'est ça qui me motive le plus dans la gestion de projet. J'aime accompagner les autres, j'aime pousser les autres à aller plus loin, aller plus haut, à briller, à se mettre sur les projecteurs. Je pense que c'est devenu une passion aujourd'hui dans ma vie du quotidien. Aujourd'hui, je me trouve en fait à l'intersection entre l'ingénierie, la gestion de projet et le football. Ok. Tu parlais de l'académie tout à l'heure. Donc Isidore, c'est le promoteur du cabinet Expertise, qui est un cabinet spécialisé en gestion de projet qui offre des solutions de conseil, d'assistance,
d'ingénierie, d'audit et de formation en gestion de projet. C'est un cabinet qui repose sur un bassin de consultants de profils vraiment variés. Donc aujourd'hui, on a dans notre bassin, on a des spécialistes, hein, on a des financiers, on a des juristes, on a des ingénieurs dans des domaines très précis. On a aussi des profils hantés comme des chefs de projet chevronnés qui nous accompagnent aujourd'hui pour pouvoir offrir des solutions clés en main à nos clients. Voilà, donc ça c'est globalement expertise. Et de l'autre côté, en filigrane, je m'amuse avec les plus jeunes, avec Ebenson Academy of Football. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui qu'on vit l'aventure. On se plaît à contribuer au développement de ces jeunes talents-là. On va dire que la base là-bas, c'est de pouvoir utiliser le football comme vecteur d'intégration. Dans notre communauté, on a pas mal de conflits comme la délinquance juvénile ou bien d'autres aspects qui impactent négativement sur la jeunesse. On a identifié le football qui est à la base une passion, mais qui est également utilisé aujourd'hui de par ses valeurs de tolérance, de solidarité, d'esprit d'équipe. On utilise ce vecteur-là pour pouvoir contribuer au développement de ces jeunes. Voilà, comme tu l'as souligné aussi. Comme tu l'as souligné aussi, je suis passionné par ce que fait le PMI. Ok, je suis actif dans cette communauté au niveau du chapitre du Cameroun. Je m'amuse très souvent aussi à être membre d'autres chapitres, comme je suis membre du chapitre de France. Mon membership au niveau de Montréal venait de s'expirer, donc je vais analyser aussi cela. Donc je contribue comme je peux dans cette communauté pour pouvoir sensibiliser au mieux sur cette profession qui m'a transformé, qui a transformé ma vie. Ben merci. Je voulais parler depuis le début, mais je pense que je vais rebondir déjà sur cette dernière chose où on a ce point commun du PMI et d'être bénévole PMI et puis d'avoir eu la gestion de projet qui a transformé nos vies. J'aime bien, en tout cas, la phrase que tu dis et je pense que ça s'applique à tous tes projets. C'était réaliser une idée ou la transformer en réalité. Et je pense que même à travers le football et avec les Benson, on va en parler maintenant, je pense que c'est ça, c'est tes étudiants, tes jeunes, c'est des projets et tu as envie de les accompagner pour qu'ils puissent se réaliser et puis peut-être réaliser leurs rêves. Donc, je pense que dedans, moi, c'est ce que je dis, la gestion de projet, ça nous accompagne dans notre vie professionnelle, bien sûr, mais aussi dans d'autres aspects comme nos hobbies, là, pour toi et Benson Foot, je suis sûre qu'il y a eu un avant-après certification PMP où tu as pu justement appliquer tes concepts de la gestion de projet pour accompagner ces jeunes, par exemple, et pour leur offrir le maximum. C'est bien de répondre à des problématiques réelles dans la vie, puis de les accompagner des plus jeunes pour être de talentueux adultes. Donc, super pour cette implication que tu as fait. Et puis, si on parle de gestion de projet, tu as parlé de la gestion de projet dans les ports avec les partenariats publics-privés. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ce type de contrat, pourquoi il est particulièrement complexe et comment tu appliques les standards PMP ISO pour garantir le succès de ces projets? Super. Donc les PPP, des projets qui se développent avec ce modèle-là, ont ce cliché d'être complexe de par en fait la collaboration étroite que cela implique entre le secteur public et le secteur privé, qui ont très souvent des intérêts divergents, des objectifs divergents. C'est également de par la durée. Donc très souvent, ce type de projets s'inscrivent sur des longues durées, sur plusieurs décennies en fait, pour pouvoir mesurer réellement la valeur ajoutée ou bien la viabilité du modèle du projet. Donc on va parler, en fait, la complexité se situe au niveau des stakeholders qui sont impliqués. Okay, on a de l'autre côté le privé, on a le public, et puis on a la durée. C'est-à-dire tout ne se limite pas au livrable. Je prends l'exemple si on prend l'exemple on va dire quoi, peut-être d'une centrale hydroélectrique, très souvent qui s'inscrit dans ce type de modèle-là. Le succès de ce type de projet ne se limite pas à l'achèvement de l'infrastructure. Okay. Il y a ce modèle d'affaires qui doit être
tester, évaluer sur la période. Donc, si c'est sur 15 ans, par exemple, c'est sur ces 15 ans-là qu'on doit pouvoir évaluer réellement la viabilité de ce projet. Et donc, il y a un mécanisme important à mettre en place pour le suivi, le monitoring, en fait, de cette performance-là tout au long du projet. Voilà, je pense que ce sont ces deux aspects principaux qui font de ce type de projet, qui donnent un peu plus qui donnent de la complexité à ce type de projet. Moi-même, j'ai eu une expérience. Moi, j'ai travaillé, j'ai travaillé avec pour client la Société du Grand Paris pour les futures lignes de métro 16 et 17. Et ce qui m'avait étonné dans ces projets-là, il faut beaucoup de gestion de projet parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. Il faut prioriser les interlocuteurs. Il faut aussi un planning en béton. Je sais pas, nous, on utilisait Primavera qui est comme une usine à gaz pour pouvoir intégrer tous les plannings avec les différents plannings. Donc, c'était la complexité, c'est comment faire en sorte que chacun va intervenir au bon moment, va faire son travail en qualité, en sécurité. Plus en plus, si c'est public, il y a beaucoup de standards à respecter, je suppose. C'est très important. Et puis, c'est l'argent du gouvernement, c'est revu. Nous, par exemple, dans les transports aussi, et toi, c'est des organismes d'intérêt vitaux, ça s'appelle des organismes, des OIV en France. Donc, ils sont aussi sujets à beaucoup plus de certifications, de standards, de régulation. Donc, les entreprises privées, pour eux, c'est des contrats juteux puisqu'ils durent 15 ans, comme tu as dit, 10 ans, 15 ans. Il y a l'élaboration du projet, la construction, mais après, il y a la maintenance, il y a tout ça. Donc, ce sont des gros projets, mais ils sont quand même confrontés à cette dure réalité d'être rigoureux et de se conformer à toutes les certifications et régulations parce que ça, c'est vraiment une forte demande du public, je pense. C'est normal, le public, c'est un peu... Souvent, il y a les gens qui vont dans les centrales, ça impacte directement la santé, la vie, la sécurité de personnes. Donc, ils sont très regardants là-dessus. Et moi, pour moi, la complexité, elle se situait en faisant comment mener, orchestrer toutes ces opérations et puis ne pas prendre de retard, que tout le monde ait ses habilitations en temps et en heure, sinon ils retardent les autres intervenants. Donc, c'était ça. Et puis, je sais pas il y a beaucoup de turnover dans ces projets ou pas, ou c'est souvent le même. Eh ben si, vu que ça s'inscrit dans la durée, donc il y a une forte probabilité que l'on se trouve en train d'avoir des personnes qui se renouvellent, des membres de l'équipe qui se renouvellent ou bien des parties prenantes clés qui se renouvellent aussi dans des projets qui se tiennent entre deux élections, par exemple. Ah oui. On peut avoir des changements de président. Qui est de ministre, ou bien on va parler du sectoriel aussi dans notre. Donc, tout à l'heure, quand je parlais du secteur public, tu l'as bien décrit. Il y a tout dans le secteur public. Il y a un ensemble de parties prenantes qui sont énormes là-dedans. Ok, on va souligner peut-être des sectoriels. On va souligner le ministre de tutelle qui s'occupe du projet. Et parfois, on va plus loin. On a les parlementaires qui sont impliqués. On a la société civile impliquée. On a les médias. On a les syndicats qui sont impliqués. On a les riverains. En fait, on a carrément d'un côté, derrière le public, c'est carrément le peuple. C'est un pays d'un côté, et de l'autre côté, on a une entité privée. Et parfois, très souvent aussi, on a des bailleurs de fonds qui entrent en jeu avec l'IFC, qui a ses exigences très particulières quand ils accompagnent au niveau de la Banque mondiale. Donc, on a justement cet écosystème-là qui est fait de parties prenantes qui ont des intérêts, qui ont des angles de vue différents qu'il faudrait mettre ensemble pour pouvoir mener à bien le projet. Voilà, donc ça c'est que je voulais en même temps souligner pour davantage montrer la complexité dans ce type d'environnement. Et est-ce que tu aurais un exemple d'un projet marquant ou que tu as dirigé justement dans ce cadre-là et quelques défis que tu as dû relever dans sa gestion autres que ces parties prenantes ou qui sont souvent 80% de notre métier de chef de projet, hein, je suis d'accord.
Oui, le plus récent que j'ai eu à gérer, c'est un projet, c'est une base logistique qu'on était amené à développer pour mon organisation sous forme d'AOT. Les AOT dans les environnements portuaires sont les autorisations temporaires d'occupation, on va dire ça comme Oui. ça, autorisations temporaires qui s'inscrivent sur une durée aussi. C'est un accord entre cette partie privée et l'autorité portuaire pour pouvoir développer un espace, l'exploiter et maintenir. Et donc ça, c'est sur le site de Kribi. Kribi, en fait, c'est une des villes du Cameroun où on a le port en eau profonde. Ça devient progressivement l'un des hubs logistiques en fait de l'Afrique centrale. Donc c'est dans cette zone-là dont dans ce projet consistait à aménager sur 10 hectares un espace, une base logistique pour la manutention de bois. OK. Donc qui s'inscrivait dans le cadre d'un AOT. On avait de l'autre côté le secteur public représenté par l'autorité portuaire. Et pour mon organisation, sans vouloir peut-être citer le nom, le secteur privé, d'un autre côté, on avait le contractant, qui est une entreprise chinoise, impliquée aussi, qui s'était déjà implanté sur le site, en fait, c'est l'entreprise qui a la responsabilité de développer le port. Donc, c'était plus facile pour nous et rentable de pouvoir établir un accord avec cette entreprise pour le développement des infrastructures. Et puis, le maître d'œuvre imposé par l'autorité publique pour le contrôle des travaux. C'était une très belle expérience parce qu'on a en même temps eu dans cet écosystème-là, on a eu pas mal de chocs culturels en termes de façon de penser, surtout avec nos amis chinois. Okay, il fallait déjà trouver la langue de communication. L'un des challenges, c'était ça. Je me souviens encore dans ce projet, au début du projet, on a proposé un draft de contrat en français pour envoyer aux contractants. Et ils ont répliqué en nous renvoyant un autre contrat totalement différent en anglais. Ah. On a pris 6 mois pour signer ce contrat, pour parvenir à un accord, pour pouvoir lancer les travaux d'aménagement. Donc, on partait en fait carrément d'une forêt. Donc, cela impliquait des travaux du génie civil. Dans l'équipement, cela impliquait l'acquisition du matériel de manutention. Donc, ça, c'est de la mécanique, c'est de la logistique, de la conception aussi de l'organisation, dans le dimensionnement des effectifs de l'équipe opérationnelle. Donc, il y a un aspect aussi gestion qu'il fallait intégrer et tous les systèmes impliqués, partant de la fourniture d'énergie comme le réseau Internet, le réseau électrique, le réseau d'eau, dont la fourniture d'énergie globalement pour pouvoir faire fonctionner le site. Donc, c'est quelques livrables là qu'on intégrait impliqués dans le projet. Je pense que la particularité ou bien ce qui fait de ça l'un des projets que j'aime citer, c'est vraiment l'approche de développement que l'on a mise en place pour pouvoir réaliser. On est dans un secteur carrément de la construction, mais il fallait en fait pouvoir mettre en exploitation au plus tôt le site. Donc, on a dû adopter une livraison incrémentielle. Donc, on est allé progressivement, OK. Sur 6 hectares d'abord, nous sommes allés pour le développer. On n'est pas allé sur les 10 hectares d'un coup, donc sur 6 hectares. Et progressivement, on a installé les bureaux. À partir du moment où les espaces étaient déjà exploitables, on a commencé à accueillir les clients pour commencer à recevoir les marchandises. C'est de la logistique, donc on reçoit des marchandises et puis on fait de la manutention, on rapproche au niveau des quais. Donc, on va dire que sur un projet qui devait en principe se tenir sur 2 ans, dès le 6e mois, on avait déjà commencé à générer de la valeur. Mais c'est super. Déjà, j'avais une remarque sur la participation avec le contractant chinois. Moi-même, je fais des cours de gestion interculturelle, management interculturel, et c'est intéressant de voir les différences de culture, de langue qui vont impacter
la longueur du contrat là dans ce cas-ci, mais je pense que même entre deux Français parlant la même langue de même culture, des fois ça prend même autant de temps pour faire un contrat. Et puis finalement, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je donne mes cours de gestion de projet, je dis l'exemple typique de cycle en V, c'est la construction, puisqu'on connaît dès le début quel est le périmètre initial et on va dérouler, ça va prendre 2 ans, 3 ans. Et puis là, tu es en train de me parler d'agilité dans ton site de construction où tu es parti en mode incrémental et que tu as fait une petite, dès 6 mois, tu avais un minimum viable product, là, Yeah, le produit tout à fait. minimum qui vous permettait d'avoir des clients déjà et tout ça. Donc, c'est intéressant. Maintenant, je sais plus comment je vais expliquer le cycle en V à mes étudiants, puisque même dans la construction, maintenant, vous vous mettez à l'agilité. Donc, c'était vraiment intéressant. De toute façon, c'est ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est de l'hybride, c'est de best of both worlds, c'est-à-dire le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que même si le site de construction, tout est déjà prédéterminé, il y a beaucoup de normes et tout ça, vous avez réussi à être plus rapide en intégrant un petit peu cet état d'esprit agile pour pouvoir former de la valeur beaucoup plus tôt. Donc, c'était vraiment intéressant cet exemple. Merci beaucoup, Isidore. Super, merci. Donc, pour toi, quelles sont les compétences essentielles pour réussir dans ce type de gestion de projet complexe? Bon, c'est ce que je peux relever comme compétences qui ont été utiles. Je parlerai du leadership et de la communication. Sa capacité à pouvoir fédérer les équipes, à pouvoir communiquer efficacement avec les parties prenantes afin de susciter l'intérêt, l'engagement. Je pense que c'était l'une des compétences qui m'a vraiment aidé dans le cas qui m'aide au quotidien dans le cadre de ces projets. On va également parler de la gestion des risques et la prise de décision. Cette capacité à pouvoir anticiper et à gérer les risques parce qu'il y en a tellement, surtout les risques liés aux parties prenantes. Aussi prendre la prise de décision éclairée et au bon moment. Ce sont également des aspects qui sont très importants dans le cadre de ce projet. Une décision prise de façon retardée pourrait amener un risque ou bien un problème mineur devenir en fait grave au point de pousser à une réunion de crise par exemple. On va aussi parler de l'adaptabilité et la résilience que l'on doit pouvoir démontrer dans ce type de projet, pouvoir s'adapter au changement sur des projets qui s'étendent sur des longues durées. On est entre plusieurs lois de finances, par exemple. On est entre plusieurs changements réglementaires, organisationnels. Donc, on doit être capable de pouvoir s'adapter dans ce type d'environnement-là. Et puis là, je dirais aussi le sens des affaires. Je sais pas si c'est ça que je vais dire. Il y a cette vision stratégique là qu'on doit pouvoir avoir dans le développement de ce type de projet, pouvoir établir le lien en permanence entre le projet que l'on est en train de développer et les bénéfices stratégiques ou bien les objectifs stratégiques de l'organisation. Et même plus loin, puisqu'on est en PPP, ça veut dire qu'est-ce qui est intéressant pour l'État, pour le secteur public, pour ton organisation si tu es du côté privé et pouvoir établir l'équilibre en fait. Parce qu'à la fin, le succès de ton projet sera mesuré beaucoup plus par le niveau de satisfaction de ces key stakeholders qui ont des angles de vue, de perception de la valeur très différents. Donc, cette pensée systémique pour pouvoir établir le lien entre les systèmes, entre les enjeux, est déterminant en fait dans ce type de projet. Et donc, on doit s'inscrire en permanence on doit gérer en fait le projet tout en générant de la valeur en continu au maximum pour ces parties prenantes.
Ben, merci pour cette réponse assez complète pour un chef de projet complet. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a beaucoup de leadership, que ce serait difficile de le donner à un inexpérimenté. Donc, il faudrait quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui a déjà été côtoyé un chef de projet senior ou un directeur de projet ou de programme, parce que ce que je vois, moi, souvent avec les jeunes chefs de projet, c'est ils arrivent pas à avoir ce recul, cette vision systémique, comme tu dis, voir tous les intérêts qui se cachent derrière le projet. On a tendance, des fois, les équipes de projet à avoir le nez sur la feuille, alors que pour pouvoir justement faciliter le projet et avancer, il faut avoir cette vision de recul et puis savoir sur quel fil tirer par rapport aux différentes parties prenantes pour que le projet avance, aille dans le bon sens et ne pas, par exemple, braquer certains interlocuteurs, certaines parties prenantes et tout ceci. Donc, je trouve que dans ce contexte-là, qui est assez mature en gestion de projet, je pense que le PPP, c'est l'un des secteurs qu'on peut dire où la gestion de projet est vraiment rigoureuse et très importante par rapport à d'autres secteurs comme l'informatique, les télécoms, la distribution. Je pense que la gestion de projet est née dans la construction. Donc aujourd'hui, on est très mature, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des enjeux et des impacts derrière et un chef de projet inexpérimenté ne va pas ne va pas pouvoir s'en sortir face à tous les enjeux derrière qu'il y a du public, du privé et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, l'expérience, ça s'acquiert progressivement. Ok, si on n'a pas l'opportunité de pouvoir essayer, on n'acquiert pas l'expérience. Je pense que les deux générations, on doit en permanence s'assurer à construire des équipes où on retrouve ces deux générations. Surtout, aujourd'hui, on parle d'innovation, de technologie pour pouvoir améliorer la productivité dans le cadre de projets, même dans le cadre de projets de construction. On peut observer que l'innovation en termes de progression est faible, mais il y a un besoin. Il y a un besoin avec les exigences aujourd'hui des demandeurs, les exigences des parties prenantes, notamment aujourd'hui on parle de green construction, dans les exigences de la Banque mondiale par exemple, dans des projets qu'ils accompagnent. On a des exigences de temps, de délai, donc ça demande à se remettre en question à des pistes d'innovation. Et quand on parle d'innovation, on parle de génération nouvelle. Donc, moi, je suis pour l'implication des juniors dans les équipes parce qu'ils vont venir avec beaucoup plus d'idées neuves, pas des idées déjà conçues, de par l'expérience, pas des habitudes qu'on a eu l'habitude d'avoir et peut-être ça marche. C'est qui va créer en fait un choc d'idées et qui va pousser à explorer d'autres pistes qui peuvent permettre à produire plus rapidement et mieux. Ok, oui, pour ce type de projet, on peut dire à la tête, au guidon, le chef de projet, oui, bon, il doit avoir de l'expérience, mais je pense que dans son équipe, on doit retrouver des juniors qui doivent apporter des solutions nouvelles et à qui également on doit donner la possibilité de pouvoir jouer des rôles, d'animer des réunions et de grandir et de pouvoir jouer aussi le rôle de chef de projet. Oui, qui pourront à terme aussi devenir les dirigeants parce qu'ils devront justement acquérir ce recul, voir quels sont les intérêts des différentes parties prenantes et comment faire avancer le projet malgré des avis contradictoires des fois ou des choses comme ça. J'aime bien aussi cette notion. Je pense que vraiment que vous êtes très avancé dans la construction. Moi, j'ai juste participé de loin à la Société du Grand Paris qui était le métro. Et cette gestion des risques qui est très poussée, elle est intéressante, tu en as parlé. Par exemple, dès le début, si on fait un brainstorming et puis on se dit toute l'exhaustivité de ce qui peut arriver, quand ça va arriver, la décision sera prise très rapidement et elle va, comme tu disais, empêcher une situation de crise, voilà, de dépenser des millions ou des milliards des fois. Alors que si on avait déjà analysé que ça pouvait arriver et voir comment ce qu'on allait mettre en place, après c'est plus facile à prendre la décision et puis à y aller. Et ça dure pas aussi longtemps et ça n'a pas autant d'impact que si on n'avait pas prévu le risque. Et c'est intéressant
ce point de vue de gestion des risques que je pense tout à l'heure, je disais, tu étais un expert là-dedans. Merci, Mivette. Très bien. Bah, on a un peu parlé là des PPP. Je pense que c'est intéressant. De toute façon, il y aura